Bonjour, vous le savez, la chaîne a pour but de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc d'un truc qui n'a rien à voir, parlons de Arnold Schwarzenegger. Get in. Des bactéries, il y en a toute une diversité, toute une tripotée, avec des caractéristiques plus folles les unes que les autres. En effet, j'ai souvent évoqué les thermophiles, ou même en général les extrémophiles, mais il n'y a pas besoin d'être aussi extrême pour battre des records de fou. Et aujourd'hui, je vous propose de voir 4 bactéries avec des caractéristiques uniques au monde, et qui vont battre tous les records que vous pouviez espérer, surtout venant de la part de petites bactéries. Oui, on fait un top 4 aujourd'hui, parce que pourquoi pas. La bactérie Neisseria gonorrhea a été observée par l'allemand Albert Neisser en 1879. Leurs pili sont comme des grappins qui peuvent se fixer à la surface de vos cellules, si vous avez la malchance d'entrer en contact avec. Vous allez voir un petit peu plus loin dans quel contexte vous pouvez avoir la malchance d'entrer en contact avec. Indice, c'est dans le nom. Et ces pili, ils peuvent également se rétracter, ce qui peut permettre à cette bactérie non seulement d'entrer en contact avec des cellules, mais de se déplacer en se hissant. Et elle se hisse très fort, parce que cette bactérie peut tirer jusqu'à 100 000 fois son propre poids. Alors, ça fait quand même beaucoup pour une bactérie, même en général. Ce qui vaut quand même à un équivalent pour un être humain de 10 000 tonnes. Même Arnold, il lève pas ça. Neisseria gonorrhea est une bactérie relativement connue, surtout en médecine, car elle est responsable de la gonorrhée, une infection sexuellement transmissible relativement peu agréable. Enfin, il n'y a pas d'infection sexuellement transmissible agréable de toute façon. Donc, protégez-vous. Mais vous allez me dire comment Neisseria infecte son hôte. Eh bien, c'est très simple. Pour pouvoir infecter les cellules hôtes, Neisseria gonorrhea doit d'abord s'attacher à la surface de cette cellule. Cette adhérence est réalisée grâce aux pili, qui sont de longues protéines filamenteuses qui sortent de la surface de la bactérie. Oui, ne vous inquiétez pas, un jour on parlera des pili, mais aujourd'hui on parle de cette petite bête. Vous voyez ça plus comme des tentacules. Le mécanisme d'adhésion de Neisseria gonorrhea est assez complexe et induit toute une multitude de protéines, et mérite toute une série en elle-même. Mais aujourd'hui on va faire des choses simples, on va donc en parler simplement. Mais si vous voulez avoir des noms de protéines de liaison, vous pouvez penser à PIL-C et à OPA, deux protéines qui sont impliquées dans la liaison de cette bactérie à la cellule hôte. Mais la force de gonorrhea ne vient pas seulement que de ces pili, elle vient de sa capacité à former des paquets avec ses pili. En gros, elle ne va pas utiliser ses pili séparément, mais elle va les solidifier en une espèce d'un seul et gros pili. Elle va utiliser ses pili, mais elle va les regrouper sous forme de paquets. Et c'est grâce à ce paquet qu'elle va pouvoir se tirer avec autant de force. Petit bonus qui explique aussi à quel point cette bactérie est tenace, non seulement ce paquet de pili va l'aider à se tracter, mais il permet également à la bactérie d'échapper au système immunitaire de l'hôte, dans ce cas votre système immunitaire. Ce qui fait donc d'une pierre deux coups. D'un côté, elle se tracte, ce qui lui permet de migrer et d'envahir son hôte, et d'un autre côté, ce même mécanisme lui permet d'éviter la réponse immunitaire de son hôte. Et oui, les bactéries font du stop, on en apprend tous les jours. La bactérie Photobacterium leognatite... Attends, c'est un vrai nom ça? Ah oui, c'est un vrai nom, tout le monde ne s'appelle pas Tiffy. Je disais donc la bactérie Photobacterium, elle utilise le stop pour se déplacer. La bioluminescence, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez, dont vous avez entendu parler. Beaucoup d'organismes l'utilisent, des poissons, des plantes, mais également les bactéries. Et cette bioluminescence, elle sert entre autres à se propager. Et Photobacterium, c'est ce qu'elle va faire. Elle va émettre de la lumière pour montrer à un prédateur qu'il y a une source de nourriture, se faire gober, être avalé par ce prédateur et voyager gratos à l'intérieur du tube digestif de ce prédateur pour ressortir par les voies naturelles. Pendant ce processus de digestion, le dit prédateur aura migré beaucoup plus vite que la bactérie n'aurait migré par elle-même. Un peu dégueu, mais ça marche. Le but d'un être vivant, c'est de propager son espèce, en gros. Très très gros. Et normalement, pour propager son espèce, on évite de se faire bouffer. Mais Photobacterium, elle ne fait pas ça. Photobacterium, elle cherche à se faire bouffer. Et pour ça, elle va donc briller naturellement. C'est ce qu'on appelle la bioluminescence. Et cette bioluminescence, elle va attirer les microalgues qui se nourrissent de ce genre de bactéries. Sauf que Photobacterium, elle a une carte en plus dans sa main. Elle ne se fait pas digérer par ces microalgues. Elle persiste à l'intérieur de son prédateur, et elle va se mettre à briller. Et pourquoi elle se met à briller? Eh bien c'est pour indiquer aux poissons aux alentours qui vont se nourrir de cette microalgue que le repas est prêt. Donc oui, elle va littéralement dire à un poisson de venir la manger. Et justement, ce poisson, une fois qu'il a mangé cette algue, il va digérer l'algue, mais pas la bactérie. Pendant les quelques jours que vont prendre la digestion, ou quelques heures, je ne sais pas, je ne m'y connais pas en poisson, eh bien la bactérie va migrer dans le tube digestif et puis ressortir de la manière la plus naturelle qui soit, à un endroit relativement lointain pour une bactérie, et donc coloniser une nouvelle niche écologique, un nouvel endroit si vous préférez. Et ce nouvel endroit va lui permettre justement de progresser
et de faire perpétuer son espèce. Alors les avantages à ça, eh bien déjà, c'est que pour cette bactérie, non seulement ça lui permet de migrer, mais pendant son mouvement dans le tractus digestif, elle a également le gîte et les couverts. Elle est protégée d'autres prédateurs et elle va se nourrir de ce qui traîne pour se développer. Et oui, apparemment les boyaux de poisson, c'est quand même vachement confortable. Sûrement beaucoup plus qu'un 9 mètres carrés à Paris. Puis c'est moins cher. Je vous ai parlé de Neisseria gonorrhea, le micro-organisme le plus costaud au monde. Et maintenant, si je vais vous parler de Colobacter crescentus, le micro-organisme le plus collant au monde. Cette bactérie, que l'on va simplifier par Colobacter, est un micro-organisme gram-négatif que l'on trouve dans les cours d'eau et les rivières. C'est une bactérie oligotrophe capable de croître dans les habitats pollués grâce à des gènes impliqués dans la résistance aux métaux de transition et au stress oxydatif. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Peut-être plus tard, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du super pouvoir de Colobacter. Vous pouvez le voir sur cette illustration, mais Colobacter se présente sous deux formes très différentes. Une forme non réplicative mobile grâce à un flagelle et une forme réplicative fixée munie d'un pédoncule. Alors que la forme mobile permet la dissémination et la recherche de nutriments, la forme fixée permet la multiplication de la bactérie. Lorsque les conditions sont favorables, la forme mobile se différencie vers la forme fixée pour se diviser de manière asymétrique. Une cellule mère fixe va se diviser en une cellule fille fixe et une cellule fille mobile, ce qui d'un côté va permettre à l'espèce de se propager par la duplication, mais également de s'étendre à d'autres endroits. Mais ce n'est pas la division asymétrique de cette bactérie qui la rend unique. Il y a plein de bactéries qui font ça. Ce qui rend cette bactérie unique, c'est son pédoncule, ou plutôt la force que confère ce pédoncule. En effet, cette bactérie se fixe très fort à son support via ce dernier. En gros, la bactérie colle. Elle colle très fort. Elle colle 3 fois plus que la plus forte des superglues que vous pouvez trouver dans le commerce, et 7 fois plus fort qu'un gecko. Elle colle donc extrêmement fort. Pour vous donner une idée, Colobacter crescentus peut se fixer à une paroi en supportant l'équivalent de 680 kg par centimètre carré. Donc oui, elle colle très fort. Et pourquoi elle colle aussi fort? Eh bien c'est très simple. Comme elle vit dans les rivières et les cours d'eau, elle se fixe à toutes sortes de surfaces solides. Sauf que ces surfaces solides, elles sont soumises à énormément de courants, de flux et d'influx d'eau, de variations du niveau, et donc énormément de stress physique qui vont essayer, et tous ces stress, ça va mener la bactérie à plus ou moins se détacher de son support. Enfin, si cette bactérie n'est pas Colobacter, parce que Colobacter se fixe extrêmement fort. Donc je résume, Colobacter crescentus a un cycle de vie biphasique. Dans un premier temps, elle va se contenter de nager dans son environnement, puis lorsque les conditions vont lui être favorables, elle va se fixer à un support avec un pédoncule. Ce pédoncule va pouvoir supporter, grâce à son effet collant, une charge de 680 kg par centimètre carré, ce qui est beaucoup. Et en même temps que pouvoir se fixer à ce support, elle va donc pouvoir se nourrir et se diviser. Se diviser en une cellule qui sera toujours pédonculée, attachée au support, et une cellule libre qui va pouvoir aller nager au gré du courant. Ce qui tombe bien parce que le courant en cours d'eau, c'est assez courant. Et pour la fin, on va parler d'un micro-organisme assez peu commun. Enfin, on fait que parler d'organismes assez peu communs. Mais celui-là, il est encore moins commun. Il a été comparé à l'arbre Daiwa de Avatar. Je vais bien entendu parler de Begatoa, un organisme qui est super connecté. Alors non, ce micro-organisme n'est pas le Bluetooth ou le Wi-Fi. Mais vous allez voir qu'elle utilise un tas d'autres mécanismes super cool. Parce que oui, Begatoa est connu pour faire de grands tapis microbiens que l'on peut apercevoir, notamment au niveau des fonds marins, où cet organisme se développe extrêmement bien. Parce que oui, Begatoa forme de grands réseaux de communication sur plusieurs centimètres carrés. Alors je vous rappelle qu'un centimètre pour vous c'est pas grand chose, mais pour une bactérie c'est 10 000 fois plus grand. Enfin bref, on a des bactéries qui s'organisent pour se répartir le boulot et former ce que l'on appelle des super organismes. Même si je suis pas fan du mot, mais bon. En effet, ces micro-organismes vont former d'énormes biofilms, en association avec d'autres bactéries telles que les thiotrix, d'autres micro-organismes qui forment des tapis. Ces biofilms vont apparaître comme de grosses couches blanches en raison de sulfure stocké à l'intérieur. Cette collaboration va permettre une répartition du travail, des ressources et une plus grande résilience au stress, ainsi que la détoxification de certains composés toxiques, ce qui est toujours commode. On a donc des micro-organismes qui travaillent ensemble pour former un énorme tapis microbien où ils vont se répartir les tâches et les nutriments pour résister au stress de l'environnement. La collaboration, c'est toujours utile. Entre micro-organismes. Et bien voilà, on a fini pour ces 4 micro-organismes de tous les records avec des caractéristiques vraiment uniques. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est un épisode un peu différent de d'habitude, un peu plus relâche. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si jamais vous voulez d'autres de ces épisodes. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos
et plus de microbes.